Bonjour, mon nom est Marie Grégoire. C'est un plaisir de passer la prochaine heure avec vous pour parler d'un sujet qui peut parfois être épineux. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les médias, dans les dernières semaines, on a vu des gens qui occupent des postes dans des municipalités qui ont décidé de faire un pas de côté. De faire un pas de côté parce que le débat est difficile, entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Je pense c'est un suite de raisons, mais quand même, c'est important d'en tenir compte, de tenir compte de ce climat, de cette capacité de débattre, de cette capacité d'échanger, particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Évidemment, aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de décourager les gens. Bien au contraire, on va parler d'outils aussi. On va parler de comment on passe à travers parfois des débats houleux et comment on fait pour s'outiller aussi, pour recevoir des commentaires qui sont parfois assez disgracieux. Merci. Donc, ensemble, on va regarder justement, on va partager des expériences, puis on va regarder comment on peut faire les choses différemment. Puis, restez avec nous à la fin, parce qu'il y a une vidéo de 15 minutes, justement, qui va permettre de sensibiliser les gens, justement, à comment on peut faire autrement. Et la raison pour laquelle c'est important d'en parler, et qu'on en parle, on a décidé d'en parler au féminin, c'est parce que les commentaires sont souvent très acerbes avec les femmes. Il y a des termes qui sont utilisés qui font particulièrement mal et qui n'ont pas leur raison d'être. Puis on le sait, on a encore beaucoup de travail à faire pour susciter des candidatures au féminin. Les chiffres ne sont pas là. On n'a pas encore la parité dans la présence, que ce soit au niveau des postes de maire, au niveau des postes de conseillère. Il y a eu des avancées, mais il faut continuer, je pense, de faire tomber les freins pour être en mesure de s'assurer que, justement, notre démocratie est paritaire, est en zone paritaire. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Bien, parce que, justement, dans la prise de décision, il faut s'assurer qu'il y a un éventail, un arc-en-ciel, comme toutes les couleurs qui nous entourent aujourd'hui, un arc-en-ciel de décisions, de visions et d'expériences qui s'additionnent, justement. Alors, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger donc avec 4 femmes qui ont des expériences, des parcours particuliers, qui ont leur histoire à nous raconter. Et on va aussi mettre en contexte cette campagne qui a été lancée par l'Union des municipalités du Québec, qui est cette campagne Démocratie et respect. Il y a pas moins de 310 municipalités qui y ont adhéré et finalement, ça a pour objectif de faire en sorte d'améliorer le climat, de faire en sorte qu'on se parle dans le respect. Donc, à l'aube de la campagne électorale, on le sait, les tensions ont été exacerbées dans un contexte COVID. Puis là, bien, ça va comme peut-être un peu s'accélérer, cette polarisation-là, parce qu'on est pour, on est contre un candidat. Bien non, on peut être contre une idée, pour une idée, puis en discuter dans le respect. Alors, je vous invite à partager vos questions, vos commentaires dans la section. Puis c'est important parce que c'est un peu différent peut-être dans la section questions écrites. Alors, comme ça, on pourra vous entendre, on pourra savoir que vous êtes là avec nous et que vous avez des visions sur le sujet. Je vous invite aussi à ne pas oublier de fermer votre micro. On vous aime, on aime ça communiquer avec vous, mais ça va être un peu cacophonique sinon. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça vous présenter quelqu'un qui a décidé d'ajouter à sa liste des responsabilités et de faire en sorte que sa voix résonne. On l'a vu justement dans des dossiers qui ont été parfois épineux l'été dernier. Alors, c'est le maire de Gaspé et aussi le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, M. Daniel Côté. À vous la parole. Merci beaucoup, Mme Grégoire. Chers collègues élus municipaux et élus municipaux, on a beaucoup parlé de la place des femmes en politique cette année, parce que c'est une année qui est importante pour la santé de notre démocratie. La pleine représentation des femmes en politique n'est toujours pas atteinte dans le milieu municipal. Elles font face à certaines situations, disons, qui ne sont pas nécessairement vécues par leurs collègues masculins.
Ça, c'est très bien documenté par la Commission Femmes et Gouvernance de l'UMQ, sous l'habile présidence et le bon leadership de mon ami Maude Laberge. C'est pourquoi il faut favoriser un climat d'échange qui est ouvert, qui est collaboratif, pour toutes et pour tous, sans égard au genre, dis-je. C'est un enjeu qui est prioritaire, je dirais même fondamental. Nos conseils, nos instances doivent être le reflet de notre société. À l'UMQ, nous avons adopté en 2019 une politique d'égalité en mouvement pour la parité, qui vise à favoriser la pleine participation des femmes dans les instances municipales et aussi au sein de l'Union. Nous avons lancé la campagne d'Elle à élus en 2020 pour encourager les femmes à se présenter en politique, mais aussi pour les inspirer. Les témoignages de nos ambassadrices démontrent que faire de la politique, c'est possible et accessible. On peut changer les choses et avoir un impact réel sur la vie des concitoyennes et des concitoyens. Être une élue ou être un élu, c'est une expérience qui est fort enrichissante. Je suis très fier que nous ayons cette tribune ici, dans le cadre de nos assises, pour discuter de cet important enjeu pour notre démocratie. J'en profite évidemment pour remercier notre animatrice, Mme Marie Grégoire, ainsi que nos 4 panélistes. Mme Maude Laberge, évidemment, notre présidente de la Commission Femmes et Gouvernance et mairesse de Sainte-Martine. Mme Sylvie Parent, qui est mairesse de Longueuil. Mme Carla Beauvais, qui est chroniqueuse et entrepreneur sociale, ainsi que Mme Nelly Brière, qui est conférencière. Je vous remercie, mesdames, d'être présentes avec nous et je vous souhaite une bonne tribune. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est le fun d'avoir des complices, vraiment, de sentir que c'est pas juste une affaire de filles. Moi, quand j'entends des hommes comme Daniel Côté prendre la parole, ben, je me dis, mon Dieu, on est en train de faire un bout, ça va bien. Et justement, ça nous permet de faire en sorte que ce soit possible et accessible. Mais pour ça aussi, pour mettre en place toutes ces initiatives-là, ben, on a besoin de partenaires et l'UMQ est chanceux de pouvoir compter sur Belle, qui est un partenaire de la tribune Femmes et Gouvernance depuis plusieurs années et qui a à cœur, justement, l'accès de femmes à des postes de leadership. Belle a également suivi l'Union des municipalités du Québec cet automne avec l'organisation d'événements virtuels dont j'ai fait partie, les événements d'Elle à élus, où on a discuté avec des femmes, dont Mme Marois, qui nous a permis de nous inspirer puis de voir aussi dans le réel comment ça se passait puis être capable de prendre justement la pleine vision de ce que ça peut représenter que de décider de faire le saut. Alors, je vous présente donc une vidéo qui va présenter Mme Suzanne Landry, qui est vice-présidente développement du contenu, programmation et information chez Bell Media. Elle va nous expliquer c'est quoi la motivation de Bell dans cet engagement. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'ouvrir cette tribune Femmes et Gouvernance. C'est important, des événements comme celui-ci, essentiel même. Ça permet de proposer des modèles de leadership au féminin. Et Bell s'associe à cette tribune depuis sa création, et ce n'est pas un hasard. Comme entreprise, nous avons un rôle à jouer pour refléter la diversité de la société. Et Bell s'est engagée, il y a plusieurs années, à créer une culture d'entreprise inclusive. Et cet engagement, c'est d'abord envers les femmes qui travaillent chez nous que nous l'avons pris. On s'est donné des objectifs chiffrés et des moyens pour aider les femmes à se réaliser pleinement, quel que soit leur titre. Il y a encore du travail à faire, mais on progresse, on avance. On voit plus large aussi parce que créer un milieu plus inclusif en 2021, c'est aussi lutter contre le racisme, lutter contre la discrimination. Alors, chez Bell, on a établi un cadre clair, de la formation et des partenariats. Chez Bell Media, en plus de tout ça, c'est aussi de s'assurer d'avoir une diversité des voix sur toutes nos plateformes. Alors, en lançant Nouveau, sa première chaîne généraliste en français, Bell voulait offrir plus de choix aux Québécois. Et avec l'arrivée de Nouveau Info, il y a quelques mois, on garde le cap sur notre objectif de créer une troisième voie éditoriale forte avec des investissements importants en information. L'équipe de Nouveau Info regroupe tous les journalistes francophones de Bell Media au Québec. On a une 60aine de personnes qui se sont ajoutées à l'équipe existante, une des plus importantes opérations d'embauche en information des dernières années. Alors, nous avons bâti 2 salles de nouvelles, une à Montréal, l'autre à Québec. On a ouvert des bureaux à Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, en plus des équipes radio déjà présentes. Ce regroupement des journalistes assure une couverture maximale des sujets qui touchent le public partout au Québec.
On parle donc de diversité régionale sur plusieurs plateformes, avec une formule et un angle qui complètent bien l'offre actuelle en information. On s'assure bien sûr de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle en décomplexant l'information. On raconte des histoires, on vulgarise des enjeux qui interpellent les gens avec des collaborateurs aguerris provenant de différents milieux. Marie Grégoire en fait partie d'ailleurs. Ce qu'on veut également, c'est valoriser et apporter une diversité des voix, une diversité d'opinions. Alors, l'équipe d'information reflète l'identité actuelle et ouverte d'esprit de la marque multiplateforme qui est Nouveau. Et j'ajouterais que cette équipe est aussi un reflet plus fidèle du Québec d'aujourd'hui, parce que la diversité des voix, c'est important. Alors, plus de voix, plus de points de vue, plus de journalistes, bien sûr, plus de femmes, bien, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour la démocratie. Alors, merci et bonne discussion. Merci beaucoup, Suzanne Landry. Oui, effectivement, plus de voix, plus de démocratie. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. C'est comme ça que je vois notre engagement aujourd'hui aussi, de faire valoir vos voix. Sylvie Parent, parce que Daniel Côté vous a présenté un peu, mais je vais quand même refaire un petit tour pour aider nos auditeurs. Alors, Sylvie Parent, vous êtes mairesse de Longueuil. Vous avez décidé, vous, de ne pas vous représenter parce que vous étiez aussi conseillère depuis 2009. Ça fait un moment. Donc, une bonne feuille de route municipale et aussi... On va le dire, je pense que ça s'appelle les Serres de Virginie, qui vous ont donné beaucoup de fil à retordre dans l'opinion publique. On va y revenir tantôt. Merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, Maude Laberge, on a parlé de vous tantôt. Maude, vous êtes la présidente de la Commission des femmes gouvernances de l'UMQ, mais aussi mairesse de Sainte-Martine et préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Et vous avez une expérience plutôt positive quand même avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Peut-être le fait d'être dans un petit village, contrairement à un grand réseau social qui est plus difficile à gérer à Sainte-Martine, ça s'est toujours bien passé. Donc, on pourra comparer certaines choses en fonction de la grosseur de la municipalité aussi. Oui. Je pense que ça joue. Puis en fonction justement du plateau qu'on a, donc des différentes plateformes qu'on va utiliser. Carla Beauvais, vous êtes une entrepreneure sociale, une chroniqueuse. On vous a vu sur plusieurs plateformes. Vous avez écrit un jour un article, puis ça m'a beaucoup touchée, un article où vous avez dit peut-être que j'aurais dû pas passer mon tour parce que vous avez décidé de vous soustraire des réseaux sociaux pendant un moment parce qu'il y a des gens qui ont été durs, entre autres durant la période de Black Lives Matter. Alors, on va pouvoir jaser de cet élément-là où vous vous êtes dit, est-ce que j'ai bien fait, finalement, de prendre ce pas de côté, puis de peut-être pas prendre la parole, puis de pas contre-attaquer? Oui, j'aurais dû, en fait, je pense, rester proche de mes valeurs, en fait, et de défendre ce que j'avais à défendre parce que je pense que j'étais du côté de la justice, en fait. Ah, c'est ça. Hein? Donc, être capable de faire valoir son point de vue jusqu'au bout. Puis parfois, on va voir Nelly, parce que, donc, Nelly Brière, vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux. Vous êtes, entre autres, chroniqueuse à Radio-Canada puis une entrepreneure dans le secteur. Vous allez nous donner des trucs aussi, parce que, justement, avoir ces valeurs, c'est une chose, là, mais comment on les fait valoir sans s'assurer que ça se monte en épingle puis on ne sait plus par quel bout prendre ça. Il y a des façons d'être capable de désescalader un débat. Oui, bien sûr. En fait, c'est des trucs, puis aussi peut-être un petit portrait de où on en est, vers où on s'en va avec les plateformes et peut-être aussi c'est la responsabilité de qui tout ça, parce qu'au-delà des individus, il y a une société qui doit porter ces changements-là, justement, l'arrivée des femmes en politique. Donc, il ne faut pas que ce soit les femmes seules qui se présentent, qui portent toutes ces difficultés-là, en fait. J'aime beaucoup ça, Nelly. Je pense qu'on est à la bonne place. Sylvie, justement, on l'a dit, là, tu sais, comme on en a parlé, c'est pas facile quand on arrive avec un dossier polarisant d'être capable de gérer les émotions. Et pour vous, c'est allé jusqu'à des menaces de mort, là. C'est quand même pas rien, là. Oui. Comment ça s'est passé? Comment cette escalade-là est arrivée? Bien, en fait, c'est un peu, ça a été comme une espèce de tsunami, un peu comme surprenant, parce qu'en politique, on le sait, on prend des décisions qui ne sont pas toujours populaires, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis ça, on en est conscient quand on décide de faire de la politique, on veut défendre, mais quand une administration prend une décision parce qu'il y a un problème, entre autres, le système écologique d'un parc, un immense parc dans le milieu de la grande ville de Longueuil est menacé, il y avait une décision à prendre. Ceci étant dit,
c'est comme si l'effet que ça a eu était comme au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, jusqu'à des menaces de mort. Et là, tu te dis, bien, voyons donc, c'est disproportionné. C'est comme s'il y a des sujets qu'on se rend compte, à force de faire de la politique, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis en politique, il y a des sujets qu'on sent qu'il va y avoir des groupes de pression qui vont faire part du débat, puis c'est correct, mais c'est à partir du moment où est-ce que les réseaux sociaux ne permettent pas, justement, un équilibre dans le débat. C'est ça, ça devient personnel aussi. Oui, c'est ça. C'est comme si, là, l'équilibre n'est plus comme on débat d'une opinion différente, mais qui fait en sorte que là, bien, moi, je n'ai pas le droit à mon opinion en tant que mairesse. Je n'ai plus de validité parce que les groupes de pression disent non, c'est moi qui ai la raison, c'est moi qui ai la vraie réponse. Puis dans ce contexte-là aussi, ce qu'il y avait de particulier, c'est que la science, il y avait eu donc une évaluation par des gens qui connaissent ça, donc il y avait une évaluation scientifique de ce qu'il fallait faire. Mais cette voie-là avait plus de sens. Là. Cette voie-là ne portait plus. Là. Exactement. C'est comme si tout le côté émotif a pris le dessus. Et dans les réseaux sociaux, puis vous me corrigerez, Nelly, mais c'est comme si on ne peut pas débattre. C'est pas comme quand on fait une consultation en présence où on invite les citoyens à venir. Les citoyens, à ce moment-là, ont beaucoup plus de retenue et de respect. Ils vont exprimer leur point de vue. Ils vont dire qu'ils sont d'accord ou pas. Mais derrière un clavier, c'est comme si la retenue n'est plus là. C'est intéressant parce qu'effectivement, on le voit, il y a des assemblées parfois où, quand on va parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, Nelly, bien, la personne, tu sais, comme baisse un peu ses gardes puis entame un dialogue. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas ce contact humain-là. Mais au-delà du fait d'être plus mal à l'aise d'exprimer un point de vue négatif dans le monde concret, c'est que la structure des médias sociaux fait en sorte qu'on favorise la communication spectacle, c'est-à-dire qu'on parle à son audience. On ne parle pas à son interlocuteur principalement. Puis on le voit même dans la structure, par exemple, vous allez voir les commentaires de vos amis sous les publications publiques de pages de médias ou même de politiciennes. Et vous voyez seulement celles de vos amis qui sont mis en priorité dans votre fil d'actualité. Alors, on vous incite à intervenir, à voir ce que votre réseau est en train de dire d'une idée. Et le sentiment d'appartenance fait que les gens veulent dire comme leur fréquentation, leur réseau, etc. Alors, il y a toutes ces affaires-là qui font en sorte que c'est pas un lieu où on peut débattre. C'est sûr que... On est en silo, finalement. On est en silo. C'est sûr que je vous dis tout ça, mais il y a des correctifs qui sont en train de... On est en train d'essayer d'admettre des correctifs dans les plateformes parce qu'on se rend compte que, bien sûr, ils ont été pointés du doigt comme étant des promoteurs de la haine, en quelque sorte, sans l'avoir voulu, là. Et parce qu'à cause de cette structure-là, alors on est en train de faire des petits correctifs, par exemple, avec des applications où on veut rassembler les localités, les petites localités. Ce que vous avez dit, là, pour une plus petite localité, il y a plus de solidarité, on se connaît, on a des valeurs communes, alors c'est plus facile de débattre parce qu'on a déjà des codes qui sont établis. Puis on se connaît à l'extérieur des réseaux sociaux parce que ça, c'est l'autre enjeu. On ne se connaît pas. Mais vous, Carla, la raison qui a fait que vous avez décidé de mettre un pas de côté, c'est que c'était dans le cadre de l'affaire Floyd et vous avez décidé de prendre la parole et vous avez été attaqué par des chroniqueurs. Mais après ça, ça a pris de l'emphase, ce que je comprends, sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. En fait, j'avais pas pris la parole. J'avais donné une entrevue au journal La Gazette parce qu'on avait décidé de lancer une application justement pour répertorier les entreprises qui appartiennent à des personnes noires. C'était déjà prévu avant George Floyd. Avec la pandémie, on avait réalisé que les statistiques montraient clairement qu'il y avait des enjeux, des barrières systémiques au niveau des entrepreneurs noirs. Donc, on s'était dit, bien, on va créer cette plateforme-là qui va pouvoir aider les gens, n'importe qui, à encourager ces entrepreneurs-là. Un peu comme on a fait pour le panier bleu, mais de façon plus spécifique. Et donc, j'ai fait un article dans la Gazette. On a expliqué c'était quoi l'application. Et justement, bien, il y a deux chroniqueurs en particulier qui ont dit que c'était du racialisme, en fait, puis qu'on était des gens qui divisaient le Québec plus que d'autres choses. Et là, ça a ouvert, justement, ce réseau de gens qui suivent ces journalistes-là, puis qui ont commencé à embarquer. Puis moi, un peu naïve, je me suis dit, bien, je vais leur expliquer à ces chroniqueurs-là c'est quoi qu'on veut faire, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation qu'ils en font.
Donc, je suis allée sur Facebook, puis là, j'ai commencé à répondre, à expliquer, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que je peux avoir une entrevue, peut-être que vous comprendriez plus. Puis ça a vraiment pris... ça a dégénéré. Ça a dégénéré complètement. Puis par la suite, c'était... Puis c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est de se déresponsabiliser aussi d'une façon, dans le sens que ce sont les gens qui me suivent qui disent ça, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de responsabilité. Ah oui, oui. Et moi, pourquoi je me suis dit j'arrête, c'est que ça s'est transposé dans le réel. Tu sais, des fois, on vit des choses sur les médias sociaux, les gens disent des choses, ça nous affecte, ça nous touche, mais quand tu reçois des appels chez toi, et les gens qui te disent, on sait où tu habites, là, tu te dis, là, ça va un petit peu trop loin. Parce qu'il y a débattre, il y a se faire dire plein de conneries, mais il y a le fait que ça vient dans le réel. T'sais. Là, ça m'a vraiment pris de court, puis je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? C'est comme d'attaquer notre bulle. Exact. C'est comme si notre territoire, mettons notre maison, notre famille, ça, c'est notre bulle. Ben oui, tout à fait. Est-ce qu'on veut entrer là-dedans? C'est comme si là, c'est wow, non. Non, c'est trop. Il y a une frontière qui s'appelle, mettons, ça. Oui. Ça, c'est la frontière. Tu as le droit de me dire des choses là, mais tu ne rentres pas dans ma vie réelle. Exact. Dans ma vie virtuelle, si tu as envie de m'insulter, ce que je comprends là, de ce que vous me dites, c'est qu'il y a toujours bien... Non, mais il y a toujours bien des limites. On est capable de se défendre, puis on est capable de fermer l'appareil. Oui, on est capable de bloquer les gens. Exactement. Aussi. Mais on n'est pas capable de fermer les gens quand ils téléphonent chez nous, là, puis qu'ils disent je sais où tu vis. Mais Nelly, vous n'êtes pas d'accord, vous? Non, en fait, il y a un problème avec ce qu'on accepte socialement, justement, et je pense que d'accepter l'insulte, ça ne devrait pas faire partie de notre façon d'être socialement. Ça ne devrait pas être notre frontière, ne devrait pas être ça. On appelle la fenêtre de discours la fenêtre d'Overton, jusqu'où on accepte que les gens puissent aller dans leur communication, à quel point on accepte que quelqu'un utilise tel type d'insulte ou tel type de menace. Ça existe dans n'importe quelle culture. Et c'est comme si l'avènement de la communication spectacle, puis plein d'autres choses aussi, c'est pas que les réseaux sociaux qui sont responsables, là, font qu'on est dans un espèce de climat de polarisation qui a étirer la fenêtre Overton de ce qu'on trouve acceptable. Il y a des choses qu'on fait, qu'on se dit, qui, me semble, n'auraient pas été acceptables il y a 20 ans. On ne se dit pas ça dans l'espace public. Et je pense que ça, c'est un problème social qui nous appartient à tous. Et puis c'est pour ça que des programmes de prévention, par exemple, ou toutes sortes le panel en ce moment, font en sorte que plus ça va aller, plus il va y avoir une espèce d'éducation populaire autour de ça, puis peut-être une prise de conscience sur la portée des paroles, sur le type de paroles qu'on devrait accepter tout un chacun. Là. À quel point vous allez accepter, par exemple, des gens dans vos réseaux sociaux, dans votre profil, là, en tant qu'ami, à quel point vous allez accepter des insultes. Parce que la liberté d'expression, c'est pas d'accepter d'être insulté dans son espace privé. Parce que des gens ont l'impression, je peux pas censurer les gens, mais en censurer une insulte, c'est se protéger. Là. Alors, c'est toutes ces notions-là qui sont à travailler. Puis c'est sûr que ça va se faire sur du long terme, là. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a effectivement des choses que j'accepte, par exemple, sur les réseaux sociaux, en fait, que j'ignore. Moi, je peux vous dire, c'est ça que j'ignore. Je fais juste comme... Mais je sais que c'est là, puis je bloque même pas. Tu sais, c'est comme... Puis si quelqu'un me disait ça en personne, mon Dieu, je m'effondrerais en petite boule. C'est pour ça qu'il faut bloquer, à mon avis, ce genre de comportement-là, parce que plus ça va être... C'est vrai qu'on a peur de la critique, de se faire dire qu'on n'est pas ouvert au débat, qu'on ne fait pas les bonnes choses. Puis les gens qui bloquent se font souvent étiqueter comme étant des gens qui bloquent. Sauf que je pense qu'il va falloir que tout le monde se mette à bloquer systématiquement, comme dans le monde concret. Si vous n'accepteriez pas ce genre de discours-là, ça devrait être la même chose sur le numérique et on devrait davantage bloquer, que ce soit su que c'est un privilège. M'adresser la parole de façon personnelle, c'est un privilège. Puis ça, c'est un autre enjeu de gérer quelles sont les zones publiques, quelles sont les zones privées. Pour les politiciennes, des fois, c'est pas toujours bien établi parce qu'il y a un enjeu de littératie numérique, puis il y a un enjeu aussi d'accompagnement. Est-ce qu'un profil est un espace privé ou public? Est-ce que si la personne utilise son profil, ça peut le devenir? Mais fait que c'est tout ça qui est à réfléchir en amont pour justement avoir une zone qui est vraiment protégée, qu'on protège, qui devient une zone de privilège. T'es mon ami proche, tu as le droit de venir là, ou t'es mon réseau accepté. Puis des zones publiques, puis ces zones publiques-là doivent peut-être être un peu plus justement gérées, pas nécessairement par l'individu, mais par des instances, là. Mais c'est intéressant parce que vous êtes 3 personnalités publiques. Est-ce que vous avez des pages
public et privé. Donc, une page, par exemple, mairesse de Sainte-Martine et la page de la famille de Maude. Non, j'ai pas fait ça, moi, mais il faudrait faire ça. Ouais. J'ai construit mon réseau il y a 12 ans, puis c'est le même qui est allé par la suite, sauf que je mets rien de privé, sauf bien contrôlé. De temps en temps, une photo de famille dans une Mais en même temps, on se prive d'avoir cette communication-là, peut-être avec des proches, tu sais, parce que c'est un outil de communication, c'est pas un besoin parce que c'est un gobe de temps, là, dans mon cas. Oui. Mais moi, je voudrais revenir sur le fait qu'on n'est pas seul là-dedans, puis on a un problème de société, puis c'est des problèmes qu'il faut adresser socialement. Puis je suis très fière de mon union. On s'est levé debout, puis je pense que le cas de Sylvie a fait en sorte qu'on... Oui. Pas seulement Sylvie, à Gatineau aussi, il y a eu des choses tu sais, des menaces de mort, ça n'existe pas nulle part. Il faut pas l'accepter nulle part. Non, non, puis c'est criminel. Puis on le voit, ça, il y a des gens qui sont traduits en justice de plus en plus. C'est ça que c'est devenu mettre en relief dans les derniers mois. Il faut régir les réseaux sociaux, puis les commentaires sont... C'est pas parce que c'est dans un espace virtuel que c'est acceptable. Puis il va falloir appliquer les mêmes règles dans l'espace public. Je peux pas utiliser des mots en B, en V, tout ça. Pour les femmes, ce que je rejoins, justement, ça se fait Nelly, pas. c'est comme si c'était une responsabilité. On a tous une responsabilité. Tu sais, c'est une responsabilité partagée, comme j'aime dire. Oui, c'est l'adolescent, c'est l'adulte, c'est le vieillard. Tout le monde a une responsabilité quand il est derrière son écran de dire est-ce que ce que je vais écrire là, ça a du sens? Est-ce que ce que j'écris là, ça va faire avancer le débat? Est-ce que ce que j'écris là va venir impacter? Parce que moi... Il faudrait qu'il y ait une petite question qui... À chaque fois qu'on fait un commentaire, il faudrait qu'il y ait quelque chose, un pop-up, là. Non, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça contribue? Bien, en fait, ce qui arrive en plus, c'est que la personne, elle manque de contexte. Normalement, juste de se voir, il y a plein de contextes qui viennent avec ça. Ouais. On a plein d'informations les uns sur les autres et on a l'empathie facilitée. C'est de la manière dont on est fait. Tandis que sur les réseaux sociaux, seulement voir un nom, des fois avec un avatar où c'est même pas le visage de la personne, on a très peu de contexte. On ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas sa réalité. Puis des fois, cette personne-là, ça peut être légitime, sa façon de s'exprimer. Elle peut avoir des enjeux de capacité, elle peut avoir un contexte au niveau linguistique où elle a plein de raisons pour ne pas maîtriser la langue. Puis on va tout de suite la discréditer ou simplement considérer cette personne-là comme une autre, alors qu'il y a comme des éléments de contexte qui sont importants dans ce qu'elle est en train d'évoquer. Fait que tout ça fait en sorte qu'on manque d'empathie dans nos interactions. Et pour faire du mélange sur ce que vous avez dit, ça devrait être appliqué. Les lois sont là. Normalement, on n'a pas le droit de faire des menaces de mort. Mais le problème, c'est que le juridique est super long avant de réagir. Il faut porter plainte. Un procès, c'est pas évident. Si vous êtes en politique, vous le savez. À partir du moment où vous faites ça, vous allez être étiqueté ça dans les médias. Vous allez être obligé de défendre ça. Ça va teinter tout le reste de vos activités politiques. Donc, parce que j'en connais plein, moi, des femmes en politique qui font pas de plainte, même si elles en reçoivent des menaces de mort, parce que à cause de cette espèce d'épée de Damoclès médiatique, là, si on fait ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus au niveau culturel et comportemental. Mais il faut changer comme une personne à la fois, Carla. Puis c'est ça. Donc, est-ce que vous avez votre page à vous et une page publique? Puis est-ce que vous accompagnez les gens qui vous suivent dans une façon d'interagir pour être plus socialement J'ai une page acceptable? publique Oui. et privée, mais je vous dirais que depuis l'année dernière, je ne les utilise pas vraiment. Je ne mets pas vraiment de contenu. OK. J'ai décidé de ne pas vraiment participer à plein de débats. J'essaie de me garder une... Bien, merci d'être avec nous. Mais là, c'est convivial. Là. Oui. On n'est pas en train de se crier par-dessus la tête. Non. Mais c'est ça, j'ai décidé de laisser tomber plein de choses. Puis je fais vraiment attention à qui je laisse dans mon espace, malgré que j'ai quand même plusieurs personnes qui me suivent. Mais par exemple, moi, systématiquement, je bloque, même si on est amis, si je bloque les choses négatives. Des gens qui font un peu l'olympique de la prise de parole, puis qui ont des opinions sur tout, puis qui sont toujours en train de pousser un petit peu plus loin. Moi, j'enlève ça de ma page. Je vais pas mute, là. Je unfollow. Comme ça, je te montre vraiment que j'ai pas envie d'être face à ce contenu-là. Puis c'est comme ça que je me protège, moi, en fait. C'est vraiment de me dire, le type de contenu que je veux recevoir, c'est vraiment plus des choses qui vont me uplifter.
des choses négatives. Tu sais, j'aime le débat. Mais c'est j'aime intéressant, la Carla, politique. parce que ça répond à une des questions du public qui dit comment on arrive à éliminer les insultes sur les médias sociaux. Bien, c'est peut-être une personne à la fois. C'est peut-être en bloquant puis en disant, toi, je te suis plus parce que tu n'amènes rien de positif dans ma vie. Il y a quand même quelque chose là, je trouve, d'intéressant. On envoie un message et si tout le monde faisait ça, mais à un moment donné, il y aurait un message collectif. On additionnerait ces messages-là. Maud, et après ça, Nelly. Bien, il y a beaucoup l'idée des ambassadeurs positifs. Là, c'est la vitesse sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait dans une salle, on pourrait expliquer tout ça sur une publication Facebook. Le premier commentaire, s'il est négatif puis qu'il n'y a personne qui vient aider, toutes les autres vont être négatifs. Ouais, il y a une rapidité qu'on a du mal à gérer si on n'a pas d'ambassadeur. S'il n'y a pas des gens qui disent « Ah, ben non, moi, j'ai vu que sur la page de la mairesse, elle a expliqué ça. Vous êtes en train de dire des choses qui sont fausses. » Puis là, ben, les amis Facebook viennent contrôler. Puis là, finalement, on va dans un débat d'idées et non pas un dérapage sur des émotions, par exemple. Il y a vraiment quelque chose sur la difficulté avec ça, c'est on dirait que les gens ne veulent pas être à contre-courant. Ouais. Fait que quand ça part puis il y a plein de commentaires négatifs, moi, si j'ai quelque chose de positif à dire, je dis, bien, je ne vais pas le dire parce que je vais me faire ramasser par 100 personnes qui disent le contraire. Fait qu'on on laisse passer ça, puis c'est juste le négatif qui ressort, C'est pour ça que les premiers commentaires, s'il n'y a pas d'amis qui vont réagir vite, on vient de perdre le contrôle de... C'est ça prend des corroborateurs. Bien, en fait, c'est que ça, c'est des espèces de mobilisations souterraines là, qui se font beaucoup en politique particulièrement, où les gens se créent des groupes secrets, par exemple, et ils vont tout de suite envoyer leur groupe commenter en dessous de publications de chroniqueurs, par exemple, ou de qui que ce soit, ou même de médias. Puis là, c'est exactement Nelly, vous le nous dites que phénomène. c'est structuré? Ah oui, bien oui. Mais pas toujours, là. Pas toujours, mais très souvent, en fait. Puis des fois, c'est pas structuré volontairement, là, mais d'une façon complotiste. En fait, c'est qu'il y a des groupes, déjà, qui sont ensemble pour toutes sortes de raisons, qui voient la publication. Et là, ils ont une force de mobilisation naturelle, si on veut, parce qu'ils étaient déjà en communauté sur cette question-là. Et là, bing, ils vont tous commenter sur la même publication. Et effectivement, comme le mentionnait Carla, c'est qu'on ne veut pas aller à contre-courant, parce qu'on ne veut pas devenir la personne qui vient faire barrière contre le Pacifique. Là. Alors, il n'y a personne qui a envie de jouer ce rôle-là. Donc, effectivement, quand il y a un mouvement, bien là, il est difficile à arrêter. Ça fait boule de neige, en quelque sorte. Puis ça, c'est la structure des réseaux sociaux qui font ça. Mais c'est intéressant parce que, donc, d'avoir des corroborateurs, ce qu'on dit, c'est que c'est important parce que ça peut changer le ton. Sylvie, quand vous êtes à la Ville de Longueuil, vous avez une structure. Donc, vous avez votre page, puis vous avez une équipe de communication qui gère, j'imagine, la page de la mairesse, parce qu'évidemment, il y a une différence entre la grosseur de l'organisation de... Bien, puis même nous, quand on est personnellement, on n'a pas de... Moi, j'ai juste un conjoint extraordinaire qui, quand il y a des affaires qui vont pas bien, je fais comme tu veux, tu l'es, s'il vous plaît. Mais donc, vous avez cette équipe-là, puis même ça, ils parviennent pas nécessairement à filtrer tout, là, ça se rend à vous. Bien, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un 24 heures sur 24 qui regarde ce qui se passe, mais il y a quand même un filtre qui est là. Mais parfois, on n'arrive pas à endiguer, dans le fond, l'espèce de flot, entre autres dans le dossier des chevreuils, mais c'est vraiment comme des moments forts, je dirais, dans une vie d'une politicienne. Mais moi, je pense qu'il y a aussi d'autres moments où est-ce qu'on met au jeu une décision ou un projet à la Ville, et là, bien, pour des raisons X, Y, Z, là, on ramène le dossier des chevreuils alors qu'on parle d'un complexe aquatique. OK, mon Dieu, mais quel est le rapport? C'est devenu comme l'espèce de rapport? Fait que là, c'est comme s'il y en a qui en profitent constamment pour ramener des choses sur lesquelles ils ne seront pas d'accord avec une décision prise. Et là, pour une autre décision qui est complètement à la part, bien là, fait que là, c'est ça qui est difficile à gérer, je pense, comme pour les équipes qui font ça. Il y a des filtres, là, j'imagine, moi, je suis vraiment pas experte là-dedans, mais je suppose qu'il y a une façon de filtrer. En tout cas, j'espère que ça existe. Bien, c'est parce que le problème, c'est que ça dépend toujours de comment vous avez organisé vos courroies de communication. Parce que si vous êtes élu, puis que vous utilisez un réseau, un compte, pour diffuser de l'information qui est essentielle à vos citoyens, vous ne pouvez pas là, les bloquer. Parce que c'est ça. C'est toujours ça. Ça devient un média d'information en quelque sorte. Comme c'est on le l'a média vu de la avec vie. Trump, avec Twitter, où il s'est fait dire tu ne peux plus bloquer des citoyens parce que tu utilises Twitter pour informer les citoyens américains. Okay? C'est ça qui s'est passé Puis légalement. quand c'est le compte de la Maison-Blanche, on s'entend que tu ne peux pas bloquer du monde sur le compte de la Maison-Blanche. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il y a une modération à faire, puis ça prend des équipes férues, puis il faut bien identifier, OK, si vous avez un compte qui vous représente, ça ne devrait peut-être pas être la courroie
de communication. Parce que même si on voit ça comme étant rentable, parce que tout le monde va s'abonner, puis là, ça nous fait une grande audience, bien, ça vient avec des grandes responsabilités, c'est-à-dire qu'après ça, on ne peut plus bloquer les gens. Puis là, ce qui est un peu dommage dans la situation actuelle, c'est qu'il y a des déséquilibres. Les femmes sont défavorisées. C'est ça, les personnes racisées sont défavorisées parce qu'elles sont davantage attaquées dans l'état actuel des lieux. Puis ça, c'est politique, là, oui, c'est documenté. Okay. Mais on est dans une situation politique qui est très polarisée, je dirais, qui existe déjà en arrière. Les médias sociaux se font le porte-voix de cette situation-là et viennent exacerber ce qui existe déjà sur le plancher. Et donc, c'est pas en réglant le problème des réseaux sociaux qu'on va régler ces problèmes-là. Il faut aller à la source. Par contre, elles viennent le mettre au jeu, en tout cas, de façon très évidente. C'est tellement vrai parce que les femmes élues ont toujours eu des commentaires déplacés, là. C'est juste que, ce que je comprends, Nelly, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que juste, on les voit plus. Moi, il y a quelqu'un qui me disait un jour, en fait, c'est Simon Durivage, quand je travaillais avec lui aux Ex, qui m'avait dit, parce que Twitter commençait, pouvez-vous croire, j'ai vu la naissance de Twitter, je suis vieille demain, et on avait une espèce de tribune, et il disait, mon Dieu, tu sais, comme les gens étaient assez violents dans leurs commentaires déjà à ce moment-là, puis il disait, c'est comme si on avait ouvert la fenêtre, puis que les gens, là, tu sais, les gens qui crient après leur TV parce qu'ils ne sont pas de bonne humeur dans la vie, là, bien là, tout d'un coup, on entend tout ça. Et c'est sûr que les commentaires envers les femmes sont particulièrement acerbes, sont particulièrement difficiles. Et ça, je ne sais pas comment on fait pour filtrer, pour être capable de, dans notre quotidien, de ne pas sentir que ça nous blesse. Et ça, Carla, moi, c'est une question que je me pose à tous les jours. Comme, est-ce que vous parvenez à vous bâtir une carapace? Parce que vous avez dit, j'ai mis mon pied de côté, j'ai attendu un peu. Là, vous avez repris la parole publique. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez une carapace un peu plus importante ou vous avez trouvé des mécanismes pour vous protéger? Bien, en fait, j'ai toujours pensé que j'étais une personne forte. Je pensais pas que c'est des gens qui allaient me traiter de chimpanzé, puis de style négresse, ou whatever, que ça allait m'affecter parce que je me disais, bien, tu sais, je me connais, puis c'est des gens qui sont frustrés. Je pensais pas que ça allait m'atteindre vraiment. Puis j'en ai eu toute ma vie, fait que je vis avec ça. Je sais pas si après ce que j'ai vécu, parce que ça m'a vraiment traumatisée. Oui, c'est ça. Il y a une brisure, là. Hein? Il y a quelque chose de complètement détruit en moi par rapport à ma force de caractère que je pensais que j'avais. Puis c'est aussi, quand on parle de laisser la porte ouverte, c'est qu'avant, il y avait une certaine distance. Là, c'est tout le monde, on devient accessible. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, j'ai fermé complètement mon compte Twitter. C'était vraiment par là que le gros passait aussi. Fait que ça, je l'ai complètement... Donc, moi, j'ai décidé de bloquer puis de faire comme si que ça n'existait pas, en fait. Peut-être que c'est utopique de ma part, là. Mais professionnellement, quand on fait ça, est-ce qu'on a l'impression, tu sais, le FOMO, donc de manquer quelque chose, de ne pas voir quelque chose? Tu sais, vous êtes aussi chroniqueuse, donc est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque de l'information? Ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu n'existes pas sur les médias sociaux, tu n'existes pas dans la vie réelle. Puis ça me fait manquer beaucoup d'opportunités. Ouais. Sérieusement, le fait de ne pas me prononcer sur certaines questions, les gens ont moins tendance à penser à moi, j'ai moins d'opportunités d'affaires. Mais en même temps, quand je mets le pour et le contre, je me dis, le jeu en vaut pas la chandelle. Pour la santé mentale. Pour ma santé mentale, pour le fait que je suis mère monoparentale, il faut que je m'occupe de ma fille, il faut que je sois focus. Je peux pas laisser ce genre de choses-là m'attaquer puis me mettre à terre. Donc, oui, je réalise qu'il y a des désavantages. Professionnellement, ça a un impact professionnellement sur moi. Mais en même temps, je me dis, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas retourner à comment j'étais au mois d'août l'année dernière, au mois de juillet. C'est impossible. C'est important, ces témoignages-là, pour qu'on avance en tant que société. Si je mets mon chapeau aux présidente de commission Femmes et gouvernance, ces commentaires-là, je les prends, mais il faut que je les relance pour qu'on se mette en action pour plus que ça arrive, parce qu'on ne peut pas fermer nos réseaux sociaux quand on est une élue. Puis comment aller chercher des nouvelles candidates si on leur dit, bien, toi, peut-être que tu ne pourras pas gérer tes réseaux sociaux parce que ça va être trop violent. C'est pour ça qu'il faut que ça soit une problématique qui soit adressée et partagé, collectivement, et les solutions doivent être collectives. Puis je reviens sur le fait que l'Union a s'élevé debout. On a même eu... Suzanne Roy est allée avec la ministre Laforêt il y a 2 semaines, je pense, pour dire, bon, bien,
on se lève ensemble, puis on dit que la démocratie, c'est important. Puis pour avoir une belle démocratie, il faut gérer, il faut arrêter. C'est le respect. C'est le respect, puis il faut que ça soit le même respect. C'est la boucle qui se ferme, là, mais il faut que ça soit le même respect que dans la rue. Donc, mais il y a vraiment un travail collectif à faire. Tout à fait. Puis dans cette vision-là, justement, de partager, il y avait quelqu'un qui disait que ça prendrait un programme de mentorat. Il y en a pour les femmes d'affaires et tout ça. Être capable d'avoir peut-être... On va être rendu à avoir des réseaux d'entraide pour peut-être, justement, faire face à des situations qui sont difficiles. Parce que l'autre question, c'est est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes? Bien, Nelly, vous nous le disiez. Ah oui. Oui, c'est clair. De façon c'est clair. Puis c'était vrai avant, là. C'était vrai avant les réseaux sociaux aussi, là. En fait, ce qui se passe, puis je vais faire du millage sur... Il y a eu un super cahier perspective dans Le Devoir là, sur la polarisation le week-end dernier. Puis j'aimais beaucoup les interventions de Gérard Bouchard, en fait, qui mettait au jeu qu'on est dans un terrain fertile pour la polarisation au niveau social. Il y a plein de changements dans les dernières années qui viennent ébranler plein de choses. Et là, on est dans un contexte où, en plus, il y a plein de gens qui ont adhérer au numérique et qui sont nouveaux à toutes sortes d'âges, et qui ne savent pas nécessairement comment être civilisé sur le numérique. Et là, dans cette période émotive-là, dans ces périodes de résistance au changement, de gens qui sont blessés aussi parce que ça fait longtemps, justement, que la fenêtre était peut-être fermée puis on les entendait pas. Là, ils peuvent être entendus. Des fois, c'est légitime, des fois moins. Oui, il y a beaucoup de courants d'air. Exactement. Disons ça de même. Bien, ça fait en sorte que ceux qui n'ont pas eu d'accès à l'espace public, disons, dans le passé, et qui tout à coup l'ont de plus en plus, en reçoivent un petit peu plus de volées de bois vert, comme on pourrait dire, parce que la résistance, en fait, tous ceux qui sont mal à l'aise à voir des femmes en politique, à voir des personnes issues de la diversité dans les médias, etc., bien, et ça fait en sorte qu'ils sont obligés de porter ça dans la situation parce qu'on est dans une structure individuelle. Les médias sociaux, tu es tout seul avec ton profil. Et il n'y a personne pour te protéger. Avant, la télévision, tu avais un centre d'appel si on voulait porter plainte ou un centre qui recevait... Il se faisait pas envoyer... Il y avait un tri, personne. On vous envoyait pas les insultes... Non, seulement les plaintes qui faisaient tout le processus. Mais là, on a un accès direct, puis on l'a vu avec Dany Turcotte, là, ça peut être difficile à porter au niveau de la santé mentale. Là, très difficile, puis c'est intéressant parce que, oui, c'est un enjeu de société, puis il y a cet effet d'engrenage-là dont vous parlez, Nelly, qui fait en sorte que si je suis un troll et que je sens que les gens m'encourage, bien, je vais être encore plus troll. Alors, la question, c'est comment on fait pour freiner cette espèce d'escalade-là? Sylvie, vous l'avez vécu. Est-ce que vous êtes venu à bout, à un moment donné, d'apaiser les choses? Est-ce que, justement, il y a des corroborateurs qui sont venus à votre rescousse puis qui ont dit non, mais là, franchement, il faudrait qu'on se... Je pense qu'à partir du moment où est-ce que la décision, que j'ai prise la décision de ne pas aller de l'avant avec la décision de la Ville, là, ça l'a fait comme... ça l'a apaisé. Parce qu'elle avait gagné. Bien, oui, puis c'est ça qui a été sorti à un moment donné avec une journaliste. C'est comme si l'intimidation a gagné. Oui. J'étais un peu... Bon, je trouvais ça intéressant, l'angle qu'elle a prise, mais en même temps, est-ce que c'est ça ou bien si, à un moment donné... les menaces personnelles que j'ai eues, il y avait aussi d'autres menaces qui étaient sous-entendues, de dire, bien, on va s'attacher au cage, on va empêcher les gens de la faune de faire leur travail, on va empêcher, tu sais, c'est comme, là, tu dis, bien là, ça n'aura pas de fin. Non, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on a pris un pas de recul, là, la marmite s'est apaisée, mais je trouve que c'est un faux débat. C'est pas un débat. C'est comme si la réalité dans le dossier que moi j'ai vécu à la Ville de Longueuil, ce n'est pas ça la façon dont on devrait pouvoir régler des problématiques d'importance. Bien, ça m'amène justement, est-ce qu'on devrait avoir plus de lieux publics non numériques pour échanger? Est-ce qu'il y a un rétrécissement des lieux publics qui font en sorte qu'on se parle moins, hein, Carla? Mais je voulais juste rajouter quelque chose quand on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis moi, j'ai un exemple en tête, mais je pense qu'il va falloir qu'on ait plus de courage. Parce que ce que je réalise beaucoup, c'est que moi, j'ai vécu certaines choses, puis j'en vis encore aujourd'hui au sein de ma propre communauté. Et je me dis, il n'y a personne qui prend ma défense. Il n'y a personne qui dit que ça ne fait pas de sens, qu'est-ce qui se dit là. Fait que je pense qu'il va falloir les gens me disent,
ils m'appellent en privé, ils m'écrivent des messages email, puis ils m'encouragent, mais publiquement, ils ne sont pas capables de dire « Et ça, c'est assez ce que tu fais. Oui. » Puis j'ai l'impression qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on soit assez courageux pour se dire si on voit quelque chose qui n'a pas de sens, qu'on ait le courage de le dire publiquement que ça n'a pas de sens, parce qu'au contraire, ça fait que les trolls, justement, ils sentent qu'ils peuvent continuer à le faire parce qu'il n'y a personne qui leur dit, il n'y a personne qui leur met à leur place. C'est comme si le contrepoids, moi, c'est ça que j'ai dit à un moment donné en entrevue, c'est comme si le contrepoids positif ne transcende pas. C'est pas lui qui prend le dessus, c'est l'autre. Tu sais, quand on est en politique, on a des petites consultations qu'on peut faire. Bon, là, la pandémie fait qu'on ne peut pas être en lien avec l'humain. L'être humain, comme on fait aujourd'hui. Là, ça n'existe plus depuis 14 mois. Mais c'est comme si ça, on n'arrive pas à avoir un débat sain parce que c'est juste un côté de la façade qui ressort avec plus de virulence, alors que le côté plus sensé, le contrepoids, il ne transcende pas, je te rejoins. Mais vous parlez de courage. Je veux juste vous amener dans la conversation un autre élément, parce qu'il me semble qu'il y a un parallèle à faire avec MeToo, où les gens ont eu le courage de prendre la parole, puis il y a des choses qui sont plus acceptables. On a décidé. Tu sais, je voyais, par exemple, au gala artiste, des gens dire « Je veux que mon milieu reste sain, puis moi, je vais dénoncer maintenant. » Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose comme ça, un mouvement, Nelly? Bon, en fait, déjà, moi, je voulais faire le parallèle avec l'intimidation à l'école. Oui. C'est rare que quelqu'un d'intimidé, qui que ce soit, prend en défense parce qu'on devient l'intimider après. C'est ça, souvent, effectivement, la source du manque de courage. Tout à fait. Deuxièmement, les mouvements comme MeToo, Black Lives Matter, ça ne s'est pas passé instantanément comme ça. Ça a été de longue haleine. Et il y a des gens qui ont travaillé le feu de Dieu pour que ça... On a l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé. Tout le monde s'est mis ensemble. C'était souterrain au départ. Il y a des organisations, comme, exactement. Puis ça, c'est des mobilisations à faire, qu'on peut d'ailleurs faire en tant que politicienne pour se protéger, d'avoir sa petite tribu, sa petite communauté qui est quelque part dans un groupe privé, peu importe comment, là, dans une conversation, qui vient à ta défense, qui est là justement pour au moins te faire sentir appuyé. Parce que puis ça s'appelle, pour les élus, dans notre cas, l'Union des municipalités du Québec. Voilà. Je vais faire le lien. Moi, Carla, ce que tu dis, c'est l'idée des alliés. On a besoin de nos alliés. Des alliés. C'est les alliés hommes aussi, les alliés femmes, les alliés qui vivent des éléments positifs dans les réseaux sociaux, qui vont à la défense, parce que je vois Sylvie qui se fait attaquer. Il faut se lever debout, puis tout le monde ensemble. Et là, on a quelque chose. Ça fait quelques mois, on a créé la campagne, on est allé en conférence de presse, et ce n'est qu'un début. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut alimenter, c'est alimenter notre réseau d'élus municipaux pour donner le goût aux autres femmes de venir. Il y a un écho, voyez-vous, parce que dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait dans le fond, qui fait, je pense, la somme de ce que vous venez de dire. C'est le courage, c'est important, mais les citoyens qui sont derrière vous en politique, bien, il faut être capable, justement, c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui vous motive, et c'est la raison pour laquelle vous en faites, mais il faut que vous sachiez qu'ils sont là une fois de temps en temps. Oui, moi, c'est ça que j'entends. De le sentir, de le voir, de le reconnaître. Puis ça, c'est ça qui va faire que les gens, des nouvelles personnes vont se lancer en politique parce qu'ils vont dire, OK, il y a un contrepoids. Il y a des gens qui vont dénoncer ou qui vont appuyer, mais ce ne sera pas juste ceux qui dénoncent, qui vont ou qui sont contre un projet X, Y, Z. Il y a des outils, il y a une structure derrière nous pour nous appuyer. Nelly, juste parce que vous en avez parlé de cette littératie numérique, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers quelque chose de mieux parce que, justement, les jeunes vont avoir grandi avec ça? Est-ce qu'on pense qu'on va adoucir le vocabulaire ou on s'en va vers le pire puis il faut vraiment poser je le vois déjà, en fait, pour côtoyer des plus jeunes, faire des interventions. C'est ça, moi, donnez-nous de l'espoir. Moi, je suis hyper positive dans les perspectives d'avenir par rapport à ça. Parce que, premièrement, il y a de l'éducation populaire sur l'utilisation du numérique de façon sociale et civilisée. Les plus jeunes nous le montrent, sont beaucoup moins dans l'intimidation publique. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres enjeux parce que, bon, il faut les accompagner aussi quand même. Puis là, il y a peut-être des petits manques de ce côté-là. Mais dans tous les cas, je pense que l'éducation populaire de l'utilisation du numérique s'en va vers le mieux. Aussi, les plateformes
bon, pas toutes, mais les principales, disons, sont en train de réfléchir à des moyens de contrer ce problème-là et ils ont vraiment des solutions intéressantes de plus en plus pour contrer la désinformation, par exemple. Oui, tout à fait. Là, ils ont créé des unités, justement, pour rassembler les petites communautés de quartier parce qu'ils se rendent compte que peut-être qu'on a besoin de se solidariser un peu dans le contexte puis un petit peu plus de contexte. Donc, il y a aussi le projet de loi C10 là, qui est déposé, qui est peut-être pas parfait, mais c'est... Partez-moi pas là-dessus. Non, mais en même temps, ce que je veux dire, moi, c'est juste que les gouvernements sont en train aussi de se dire qu'il y a peut-être un encadrement à faire. Peut-être que l'encadrement n'est pas le bon, mais non, de fait c'est de ça, voir... parce que lancer 10, on ne va pas là, en fait, parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'autres choses, c'est des enjeux culturels beaucoup plus. Oui, mais il y a un encadrement quand même. C'est un premier pas sur un encadrement des réseaux sociaux. Oui, mais qui n'est pas celui qu'il faudrait. En tout cas, bien, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve juste que de voir des gouvernements prendre des décisions contre les grands... c'est qu'on est rendu au fédéral quand même. Exactement, de voir des gouvernements prendre des mesures, puis de voir que ne serait-ce que de les taxer... C'est pas les bonnes mesures, en fait, parce que le problème, c'est qu'il y a comme une espèce de patate chaude que personne ne veut prendre. Parce que c'est complexe, ces décisions-là. Ça touche la liberté d'expression, tout autant que la protection de comportements haineux. Mais tout ça est une zone floue, puis c'est pas tout le monde qui... Même ici, on serait peut-être même pas du même avis sur une question. Ah, tout à fait. Alors, comment on fait pour arriver à un consensus? Qui prend ces décisions-là? Ça prend des mécanismes. Mais il faudrait les envisager, ces mécanismes-là, autrement peut-être que juste des projets de loi, des mécanismes de modération. Alors, c'est comme une espèce d'assemblage entre politique et numérique. Puis on dirait qu'il n'y a pas de pont en ce moment. En tout cas, mais j'espère que ça Mais le fait de le dire aujourd'hui, on espère qu'il va en avoir. Nelly Brière, merci beaucoup. Je ne sais pas, Carla Beauvais, est-ce qu'on peut voir quand même l'avenir avec un petit rayon de soleil? Oui, bien... mais en fait c'est juste... Moi, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre ses limites, en fait. Moi, je me suis mis mes limites tranquillement. Je reprends ma vie publique. Tu sais, j'ai pensé à me lancer en politique municipale. Déjà, la réflexion... Oui, mais peut-être dans 4 ans. Bref, il y a de l'espoir, bien sûr. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre avec, à conjuguer avec, puis à se protéger. Bien, c'est parfait. Sylvie Parent, on vous souhaite... pour la suite, une page Facebook personnelle avec plein de petits pandas. Voilà, on va aller ailleurs. Et Maude, bien, vous continuez le travail parce qu'on l'a vu, il y a encore beaucoup de besoins. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de, je pense, dédramatiser, d'outiller, puis non, j'ai pas envie de dire qu'on va se faire une carapace. Au contraire, c'est la société qui va se mobiliser pour qu'on n'ait pas besoin Parce qu'on a beaucoup de plaisir aussi sur les réseaux sociaux quand il n'y a pas de dérapage. Exactement. C'est ça aussi qu'il faut mettre de l'avant pour donner le goût aux femmes d'y aller. Bien, justement, on va célébrer une femme parce qu'on arrive au moment où c'est la remise du prix Francine Ruet-Jutras. Et ce prix-là, c'est un prix qui a été créé en 2013 en collaboration avec Bell et ça vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale. Puis moi, je trouve que c'est important, justement, de célébrer. Hein? Ça fait en sorte que, bien, des fois, il y a des choses plus compliquées, plus difficiles, mais on voit que c'est possible d'y arriver, puis ça nous prend des modèles phares et des modèles forts. Et les critères qui sont utilisés, justement, pour sélectionner la récipiendaire de ce prix-là, c'est le caractère exceptionnel ou remarquable des actions ou des réalisations de la candidate, son leadership et son esprit innovateur, sa contribution significative au rayonnement de sa municipalité, sa contribution à la promotion du rôle des femmes dans la gouvernance locale. Je vous invite à visionner une petite vidéo qui va nous présenter le nom de la récipiendaire de cette année. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de toute l'équipe de Bell, avec Karine Moses comme présidente de la Direction du Québec, pour vous dire que nous sommes très heureux d'être partenaires de l'UMQ. C'est une alliance naturelle car nous travaillons tous les jours avec nos équipes, dans vos municipalités, pour construire les meilleurs réseaux. Chez Bell, nous avons aussi la volonté de renforcer la culture de diversité et d'inclusion. Voilà pourquoi nous collaborons à la présentation du prix Francine Ruet-Jutras depuis sa création. Nous voulons contribuer à transformer le visage de la politique municipale en reconnaissant l'apport essentiel du leadership des femmes. Cette année, le prix Francine Ruet-Jutras est remis à une leader d'exception qui en inspire plusieurs. Elle dirige avec passion et conviction notre grande métropole montréalaise, en plus d'avoir à cœur une gouvernance de proximité au profit
du meilleur intérêt commun. Cette femme qui s'est présentée avec humour comme étant l'homme de la situation est en fait un modèle pour tous, une inspiration pour les femmes et les hommes qui veulent servir en politique. Son engagement envers ses citoyennes et ses citoyens en font très certainement la femme de la situation. C'est donc un très grand honneur pour Belle de remettre, au nom des membres du jury, le prix Francine Ruest-Jutras à la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est un prix qui vise à reconnaître les femmes qui se démarquent dans le milieu municipal. Et moi, j'ai choisi le municipal justement pour pouvoir y poser des gestes très concrets. Puis je savais que ça serait un endroit où je pourrais aussi faire passer, amener mes valeurs féministes, humanistes, ma vision du monde, qui en est une qui est très axée sur la pleine participation des gens, mais des femmes, entre autres. Je trouve souvent, moi, comme mairesse, que je prends pas le chemin le plus facile. Je fais souvent un 2e tour de roue, 3e tour de roue sur les projets pour être certain qu'ils sont bien attachés. On n'a pas d'angle mort. C'est un peu une obsession que j'ai. Je suis une mairesse pragmatique. Moi, je veux des solutions. J'ai des valeurs fortes, des idées, j'ai une vision, mais je veux que ça marche. Je questionne toujours le statu quo. Si on veut innover, il faut brasser les affaires. Les dernières actions pour accroître la qualité de Montréal, j'ai envie de vous dire le parc Jean-Drapeau. Pour moi, c'est un projet de relance vert et inclusif parce que la relance économique, c'est comme ça que je la vois. Un projet pour lequel aussi je suis très fière, c'est tout ce qu'on a fait au niveau des aménagements piétons et cyclistes. Pour moi, la sécurité des individus les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes, c'est vraiment important. Aussi, les efforts qu'on a mis pour assurer la parité, je disais au comité exécutif soit, mais aussi dans mon cabinet, parce qu'il y a beaucoup aussi de pouvoir au sein des cabinets politiques. Pendant tout mon travail de mairesse, j'ai quand même réussi à écrire une bande dessinée. Oui, c'est vrai, mais bon, des passe-temps, il en faut. Et ça, c'est une chose que je dis souvent aux femmes et aux jeunes filles. Peu importe le hobby, il faut prendre soin de soi, comme ça on peut prendre soin des autres. Bien évidemment, je veux remercier l'UMQ de me remettre ce prix Francine Ruest-Jutras. C'est un grand honneur et merci à Belle, le partenaire. J'ai envie de remercier plein de gens, mais je vais remercier ma chef de cabinet qui s'appelle Marie-Ève Gagnon. C'est ma grande partenaire. C'est elle qui m'aide à avancer dans tous les projets de la ville. J'ai envie de remercier aussi toutes celles qui ont remporté le prix avant moi. Et toutes les femmes qui ont fait de la politique d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Bravo, Valérie Plante, oui, bravo, parce qu'effectivement, on en a parlé d'être soi-même, de continuer d'être soi-même. Valérie Plante fait partie de ces femmes qui ont continué de sourire, qui n'ont pas mis un veston marine de gars. Elle a assumé pleinement ce qu'elle était. Moi, je suis très contente pour Valérie Plante. Je veux remercier le jury, Jean Perrault, qui est l'ancien maire de Sherbrooke, qui est un ancien président de l'UMQ, Colette Roy-Laroche, qui est une ancienne récipiendaire, si je ne me trompe pas, ex-mairesse, évidemment, de Lac-Mégantic, Marie-André Chabot, qui est conseillère en égalité au secrétariat à la condition féminine, et évidemment, M. Gosselin, qui était là, qui est directeur des affaires gouvernementales chez Belle. C'est un beau prix, je trouve, justement, une nouvelle génération aussi de politiciennes, Valérie Plante. Moi, j'ai envie de vous remercier. Merci de nous avoir donné cet éclairage lumineux. Parce que effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile de transiger à travers les réseaux sociaux, mais vous nous avez permis de croire et de voir qu'il y a des moyens de se protéger, puis qu'on a le défi ensemble, collectivement aussi, d'améliorer les choses. Alors,
On va accompagner nos petits poux, hein, car là, on va s'assurer de les accompagner pour être des meilleurs citoyens numériques. Et je pense qu'ensemble, on va sûrement arriver à quelque chose qui va nous permettre de débattre dans le respect, comme le souhaite la campagne de l'UMQ. Alors, merci infiniment. Moi, je vous invite à rester avec nous parce que Martin Danfous, le premier vice-président de l'UMQ et maire de Varennes, va nous présenter quelque chose d'intéressant, une petite vidéo qui traite de l'intimidation que vivent les élus sur les réseaux sociaux, mais de façon assez originale, puis ça a l'air qu'il y a une exclusivité à nous présenter là-dedans. Mais je vous invite aussi, parce que la conversation va se continuer le 31 mai prochain. Et j'ai très, très hâte, parce qu'on en a parlé de l'importance de ne pas rester juste entre femmes, puis de ne pas prendre cet enjeu-là juste entre nous. Alors, la parité, c'est pas juste une question de filles, c'est aussi une question de gars. Et donc, on va avoir une discussion le 31 mai prochain, de midi à 13h30, avec des hommes qui s'engagent dans la parité. Puis on va pouvoir échanger ensemble, justement, sur comment on fait en sorte qu'on puisse avoir des accélérateurs. On peut dire ça comme ça, grâce à leur collaboration. Bien, moi, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et on souhaite que vous soyez des complices sur les réseaux sociaux, que vous soyez ces collaborateurs dont on a tant besoin quand vient le temps de prendre la parole. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonjour à tous, je suis Martin Danfous, maire de la municipalité de Varennes. En janvier dernier, l'Union des municipalités du Québec lançait une magnifique campagne. La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Dans la dernière année, nous avons été témoins de menaces, d'intimidation et de flagrants manques de respect à travers les médias sociaux. Quelle ne fut pas ma grande surprise de constater que des collègues maires et mairesses ont fait le choix de ne plus se représenter aux prochaines élections de novembre, justement à cause de cette intimidation-là. Et l'Union des municipalités déploie énormément d'efforts dans le but d'attirer de plus jeunes candidats, mais surtout des femmes, dans le but de réussir à atteindre la parité à l'échelle du Québec. Déjà 300 municipalités du Québec ont entériné cette campagne-là à travers une résolution. J'invite donc l'ensemble des municipalités du Québec à faire de même. Pour terminer, je vous invite à écouter attentivement la vidéo de sensibilisation sur l'arrivée des trolls. Je vous invite à consulter la nouvelle page Facebook de l'UMQ. Paul, en expliques-tu au monde c'est quoi au juste un troll? Oui, Rosalie, quelle excellente idée. Le troll est une créature issue de la mythologie scandinave, a priori géante, qui habite à l'écart de la civilisation et qui se caractérise par sa haine contre l'humanité et son appétit pour la chair fraîche. Une créature si ignare qu'elle passe son temps à kidnapper les princesses. Sans même avoir une connaissance suffisante du concept de monarchie, qui pourrait justifier sa haine gratuite envers celle-ci. Si tu sais toujours pas de quoi on parle, c'est le gros monstre hideux avec les réflexes sociaux aussi louches que son haleine. Ça le mérite d'être clair. Mais malgré le pouvoir destructeur de ce dernier, ça a toujours été relativement facile de l'éviter. Ben oui, si tu voulais pas devenir la proie d'un troll, il suffisait de suivre quelques conseils de base. Ne pas s'aventurer sous un pont où on entend grogner. Gros, c'est sûr. Ah aussi, ne pas s'en prendre à son butin même si tu es tombé dessus, comme par hasard, dans une tanière. Logique. Ne pas lui faire confiance avec ton fémur. Même s'il promet de lui faire bien attention. Ou simplement, éviter tout pays scandinave. Facile. Bref, en évitant ces quelques faux pas, le taux de survie face aux trolls était très bon. Sauf, évidemment, quelques exceptions. Il a suffi d'un vulgaire incident pour faire chavirer le cours de l'histoire à tout jamais. Alors même où on se parle, le troll est en train de taper frénétiquement sur son clavier, sous le couvert de toutes sortes de noms, et cherche la séquence d'emojis parfaite pour gruger notre humanité. À défaut de pouvoir nous dévorer en vrai. Et cette fois, la recette pour l'éviter n'est plus si facile à mettre en pratique. Eh oui, en fait, il faudrait 1. Ne plus s'aventurer sur les réseaux sociaux. Jamais, jamais, au grand jamais. 2. Ne jamais prendre aucune décision sur aucun sujet. Tu te tais. La seule vraie solution, c'est de se trouver une caverne, loin du Wi-Fi. Un retour aux sources, comme on dit. Chut! Il va nous entendre.
Après avoir visionné cette capsule de l'UMQ, je vous invite maintenant à la partager via vos médias sociaux. On vous invite à apprendre à dompter son troll. Le mot « netiquette » maintenant. Des experts juridiques et en communication de l'UMQ ont défini les règles d'usage des médias sociaux afin de s'assurer des échanges les plus respectueux possibles. Vous pouvez retrouver ces règles-là à la page « Démocratie municipale » de l'UMQ. Maintenant, le plus important, gardez en note le 17 juin prochain une formation sur les netiquettes afin d'appliquer cette situation-là au quotidien. Bonnes assises à tous.